Aujourd'hui, on va faire une petite entorse au programme et moins parler de vin que de cuisine. Pourquoi ? Parce que nous sommes à la veille de Noël, que le temps est à l'introspection et qu'avec les journées qui raccourcissent, les vitrines qui s'illuminent et les cheminées qui fument, on retombe chaque fois un tout petit peu en enfance. C'est ce que je me suis dit en réfléchissant à un menu de Noël. Un goût de truffe très marqué m'est revenu à l'esprit, très présent. Je pouvais presque le sentir sur le palais. Ce goût, je l'ai en mémoire depuis de très longues années, depuis que j'ai mangé l'œuf à la truffe qui figure au menu de l'auberge du Vieux Puy à Fonjoncouze dans l'Aude. Et c'est là que je vous emmène, chez le chef 3 étoiles Gilles Goujon. Je suis Jérôme Yagère, je vous présente le 3e épisode d'Itinéraire bis, un podcast de l'Indépendant sur les vins d'Occitanie. Et il me semble que nous accumulons des souvenirs gastronomiques, quelques souvenirs. Et là, je me mets à pleurer. Mais tout seul dans mon coin, une émotion incroyable. Mais je pleure pas. Oh, je me rends même pas compte. C'est d'un seul coup quelque chose qui me transporte quand j'avais 8 ans. Gilles Goujon, que nous venons d'entendre, achète l'auberge du Vieux Puy, dans un hameau perdu des Corbières, en 1992. Avec son épouse, il redessine complètement l'auberge, puis se met au fourneau, tout seul dans sa garrigue bordée de vignes. Gilles Goujon devient en 1996 un des meilleurs ouvriers de France. Il se voit décerner sa première étoile à Fonjoncouze en 1997. La 2e étoile lui revient en 2001, la 3e en 2010. La même année, donc en 2010, le chef originaire de Bourges, passé par le Moulin de Mougins, le Petit Nice de Jean-Paul Paseda à Marseille, et par l'Escale, pas très loin de là, figure aussi à la 9e place du top 10 des meilleurs chefs du monde et se voit décerner la Légion d'honneur. Et le plus rigolo dans cette histoire, c'est qu'il doit sa renommée à son fameux œuf pourri, qui sur la carte est présenté comme ceci. L'œuf poule Carus, pourri de truffes Melanosporum, sur une purée de champignons et truffes, briochine tiède et cappuccino à boire. Il faut s'imaginer un œuf dont s'écoule, lorsqu'on l'ouvre, un liquide noir comme une truffe. Ce qu'a fait Gilles Goujon en inventant cette entrée est du même niveau que ce qu'a écrit Proust en inventant le concept de la Madeleine, qui, une fois croqué, évoque des souvenirs enfouis. Gilles Goujon a réinventé la Madeleine de Proust. L'œuf, en fait, c'est une idée que j'ai eue. Mais il n'y a rien de... Au départ, on est sur des normes primaires, j'allais dire, très simples, de l'œuf, du beurre et de la truffe, quoi. Et donc ça, c'est déjà un mélange qui plaît beaucoup, qui marche très fort et que les gens adorent. Donc moi, je suis parti de cette idée. J'ai toujours travaillé à neuf. Toujours travaillé à neuf à la carte. Et un jour, j'ai voulu sortir un œuf. En fait, tout le monde s'amusait à faire des sphérifications ou double sphérification en cuisine entre guillemets moléculaire. Moi j'ai dit je vais pas utiliser tous ces ingrédients, je vais faire quelque chose de simple, en maîtrisant les albumines, quoi. Et voilà, je suis parti là-dessus. Donc ça m'a pris un peu de temps pour arriver à trouver la bonne technique. Et puis dès qu'on l'a sorti, l'œuf, ça a été un succès total, parce que les gens arrivent à cet œuf tout blanc, quand ils coupent, ça coule noir. Donc c'est une surprise, et puis à l'intérieur c'est que du beurre, de l'œuf et de la truffe, donc ça fonctionne, et voilà, et c'est vrai que j'ai essayé de l'enlever en 2013, et ça a été le tollé général. En 2014 j'ai remis, et j'ai compris que je l'enlèverai plus jamais. La suite au menu, petit pavé de thon juste grillé, mitonné de légumes et fruits d'été en sofrégite, c'est une sauce chaude à base de tomates râpées et d'oignons revenus dans l'huile d'olive, iodé au coquillage. Et ensuite, dos de cerf des Pyrénées catalanes, cuit en cocotte à l'étouffée, aux branches de cèdre de Fonjoncouze, flanqué de betteraves et céleri, sauce Maturini de Roger Verger, dont Gilles Goujon était commis puis chef de partie au Moulin de Mougins. Et pour introduire tout ça, des amuse-bouches. C'est le goût du produit d'abord, ce qu'on recherche, et le goût du terroir. Ça veut dire que moi j'essaye comment dirais-je,
de retranscrire la vérité d'un produit, de ne pas le masquer, et d'abord d'avoir des très beaux produits. Quand on prend un thon, ben là par exemple, aujourd'hui c'était un thon rouge de Méditerranée qui est gimé, donc on peut avoir plus frais, donc déjà on a cette densité de produits, de mâches, et puis après bon là sur ce plat on a joué sur les coquillages, sur ce qu'on appelle une sofrégie en Catalogne, avec du bichu, donc on relève ce côté iodé. Donc on va chercher les saveurs méditerranéennes et des saveurs marquées. Sur les gibiers, par exemple, c'est des gibiers de chasse. Le chevreuil, là, il nous vient du côté des Angles. Ça a été chassé il y a quelques jours. Donc on a des gibiers frais qui sont pas faisandés. Donc on retrouve le côté suave, le côté rosé de la viande. Et après on essaye de travailler, par exemple, les betteraves. Et ces betteraves tout simplement cuites en cocotte, aux épines de pin, avec le céleri, là aussi. Et donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu de transfert avec de l'eau, avec des choses comme ça. Donc on a plutôt une concentration. Donc c'est ça, ma cuisine. J'essaie d'avoir une concentration de jus, de goût, qu'on puisse retrouver dans l'assiette. C'est pour ça qu'on a ces saveurs un peu puissantes et marquées. La mode est au voyage. La critique culinaire s'est internationalisée et a une préférence pour des chefs espagnols qui se lancent dans la déconstruction chimique, pour des chefs anglais qui réinterprètent la cuisine italienne en se servant d'enseignements de l'Asie. Ce qui compte aujourd'hui, c'est l'umami. On ne parle que de ça aujourd'hui, mais ça ne veut que dire goût savoureux en japonais. Donc ça ne sert à rien d'opposer cuisine du terroir, cuisine française et nouvelle cuisine mondialisée. Gilles Goujon a tout un discours intéressant sur cette question de la place de la cuisine française dans le monde. L'umami, mais ça fait partie de nos gènes. Nous, on n'a pas de nom dessus, mais ça fait partie de l'ADN de la cuisine française, bien évidemment. Alors, quand on dit qu'on va à l'étranger, mais la cuisine française, les cuisiniers français ont toujours été à l'étranger. Vous prenez un livre comme Escoffier, qui est le chantre de la cuisine traditionnelle, et on ne peut pas aller dire que c'est pas le cas, il y a encore plus vieux, mais prenons juste déjà 1900, qui est cette grande cuisine classique, qui a défendu Paul Bocuse, qui n'est pas celle que je fais, mais quand on part de là, et qu'on gratte un peu, et qu'on tourne un peu les pages, on va s'apercevoir qu'il y a de la cuisine d'origine asiatique, africaine. On trouve même une recette de jambon d'hippopotame. Ça veut dire que on a toujours été une cuisine du voyage. On s'est toujours inspiré de ce qui se passait ailleurs. On a toujours regardé. Mais la cuisine est comme ça. Quand on parle de produits qui arrivent, ça arrive des fois avec les morts, ça arrive des fois avec la cuisine du Nord, mais ça remonte au Moyen-Âge. Et on a des écrits de cuisine qui sont du 1er siècle avant Jésus-Christ, du 2e siècle avant Jésus-Christ. Et là-dessus, on s'aperçoit que, par exemple, les amandes n'existaient pas. Chez nous, elles arrivent au Moyen-Âge avec les morts. Et donc maintenant, les amandes, on a fait nôtre, et ça a toujours été comme ça. Donc la cuisine française a toujours été tournée vers l'extérieur, entre guillemets vers les modes, parce que les modes se faisaient aussi par la cour. Quand les rois allaient découvrir, je sais pas moi, des macarons quelque part, et les ramener en disant à un cuisinier, ou ramener des fois un cuisinier d'Italie, en disant je veux qu'on fasse ça à la cour. Et donc cette cuisine française traditionnelle a toujours été tournée vers l'extérieur. L'auberge du Vieux Puy serait-elle une cuisine de grand-mère ? Donc une cuisine qui réveille le souvenir ? Et un tel souvenir gustatif, combien de temps dure-t-il ? Il m'est arrivé récemment de boire du lait non traité directement sous la vache chez un éleveur de la Montagne Noire, audoise. Et je peux vous garantir que ça marche. C'est le lait qu'on buvait gamin. Un des plus beaux compliments, c'est quand un client mange un de mes plats, déguste un de mes plats, il me dit oh, « ça me rappelle la cuisine de ma mère ou de ma grand-mère ». C'est énorme, ça c'est très touchant. Pourquoi ? Parce que quand on est jeune, voire enfant ou adolescent ou un peu plus, et que 30 ans plus tard on a ce souvenir-là, c'est quelque chose qui avait marqué la personne 20 ans ou 30 ans plus tôt. Et d'un seul coup, je trouve transporté 20 ans plus tôt, c'est énorme. Et la cuisine peut permettre ça. La peinture peut permettre ça, mais quand on pense à la cuisine, c'est entre guillemets un art éphémère, puisque ça disparaît. Quand un client vous dit ça, c'est incroyable. Et moi, souvent, je dis quand même, les gens exagèrent. Et je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années. Je suis à Shanghai, et je dîne chez un copain, un chef cuisinier français qui s'appelle Nicolas Lebec, et qui me fait tout simplement, il a un bistrot pas petit, il a un super truc, et c'est un chef qui travaille, un grand cuisinier qui travaille, il a choisi de faire du bistrot, il fait quelque chose d'extraordinaire. Et il me fait un pot au chocolat.
Et on est en train de discuter, on est 3 couples de cuisiniers et leurs épouses, et on est en train de discuter, il arrive avec son pot au chocolat, et en discutant, je mange le pot, et là je me mets à pleurer. Mais tout seul dans mon coin, une émotion incroyable, mais je pleure pas, je me rends même pas compte, c'est d'un seul coup, quelque chose qui me transporte quand j'avais 8 ans. Quand j'avais 8 ans, ma mère nous faisait des petites crèmes des pots au chocolat. Et moi, ça me rappelle, mon père était encore en vie. Mon père, je l'ai perdu il y a 10 ans. Et je suis en train de transporter, j'ai une image, mais c'est impressionnant, hein, alors qu'on est en pleine discussion. Et d'un seul coup, moi, quand je raconte, j'ai des frissons, je me retire un peu de la discussion, je suis avec mon pot au chocolat, et je suis complètement perturbé. Et ma femme me dit, qu'est-ce qu'il y a? Et je suis complètement, désolé, excusez-moi. Et ton pot au chocolat vient de me mettre une bombe. Je suis revenu 40 ans plus tôt dans ma maison avec mon père et ma mère. Et donc j'ai du mal à l'exprimer. J'ai dit c'est incroyable, jamais il m'est arrivé un truc pareil. Donc ça, c'est la puissance de la cuisine. Et pour me balancer un truc comme ça, il en faut, quoi. Parce que je cuisine tous les jours, je goûte tous les jours. Et là, c'est un truc qui a été... pendant un moment, je me suis dit, ils ont dû me prendre pour un jobard, parce que je me suis dit, quelle fragilité d'esprit et d'émotion de se mettre à verser une larmette. Alors, quand je dis pleurer, oui, j'ai versé une larme, quoi, et j'étais dans une émotion très intense. Ça, c'est la cuisine. Donc, si on oublie nos traditions, on va oublier ses souvenirs, hein. On va oublier tout ça. Donc, il faut pas s'accrocher outre mesure, mais il faut vivre quand même avec... et nos parents, nos grands-parents, vous savez, le monde était agricole. Le monde était que de produits. Aujourd'hui, le monde rural a tué le produit. Mais pourquoi on n'y arrive plus à la maison, à retrouver ses goûts d'antan? On se donne déjà un mal de chien à dégoter des platines vinyles pour écouter les disques qui ont accompagné nos vies. Et, comme moi, à rouler en 2 chevaux pour retrouver le goût de la route, de la conduite, hors des autoroutes aseptisées où toutes les voitures se ressemblent et se pourchassent. Pourquoi on ne peut pas faire du goujon chez soi, du goujon dans sa vie? Je crois qu'on n'y arrive plus à la maison parce que... alors ça revient quand même, ça, hein, parce qu'il y a maintenant ces fermes ouvertes, il y a maintenant ces petits marchés de ferme où on trouve les produits, etc., où les gens commencent à être plus attentifs, mais ça représente que 15% de la population. Les gens continuent avec leur chariot d'aller dans les grandes surfaces. Je ne critique pas du tout les grandes surfaces, c'est très pratique. Et maintenant, dans les grandes surfaces, on arrive à trouver de très belles choses. Mais au milieu de tout ça, quand on n'est pas connaisseur... On prend la carotte de je sais pas où, le machin, le poulet de je sais pas où, le poulet Pâques, etc. Et là, on a des succédanés de produits. Et donc déjà, pour faire une belle cuisine avec ça, c'est plus compliqué. On est avec aussi des produits qui arrivent du monde entier. Donc, grand-maman, elle ne faisait pas des fraises au mois de décembre. Hein. Aujourd'hui, on va trouver de tout à tout moment de l'année. Donc la ménagère, ou pas forcément la ménagère, hein, parce que les hommes cuisinent et vont faire les courses, prennent, consomment. Et quand ils sont à la maison, eh ben, ils ne font pas forcément une cuisine de leurs grands-parents. Et ça risque d'être, même si les gens reviennent, de pire en pire, parce qu'il y a eu cette cassure. C'est quoi la cassure que je veux parler? C'est que avant c'était la grand-mère qui transmettait à la fille, qui elle transmettait à sa fille, etc. Et donc on avait un savoir-faire. On ne savait pas forcément pourquoi et comment on le faisait comme ça. En tout cas, on le faisait bien, c'était transmis. Aujourd'hui, on a mis des mots dessus grâce, justement, à la cuisine moléculaire, enfin, entre guillemets, grâce au travail d'Hervétis, qui a été repris, et souvent je parle de lui parce que c'est quelqu'un qu'on oublie, et c'est quelqu'un qui a fait un boulot phénoménal, et qui a été repris par les Espagnols. Et qui a été détourné, enfin, qui est devenu ils ont dit que c'était pour les Espagnols. Mais... Et ils ont dit que c'était à eux. Oui. Alors que c'est Hervétis qui, depuis les années 80, travaille dessus. Hein. Pourquoi je parle d'Hervétis? J'ai perdu le fil, du coup. Moléculaire. Je parlais des produits. Ah oui, je disais qu'on ne savait pas pourquoi on faisait certaines choses, etc. Et Hervétis nous a expliqué pourquoi. Pourquoi de mayonnaise prenée, pourquoi les molécules de ci, pourquoi le chocolat, etc. Donc ça, c'est des choses, on ne savait pas forcément pourquoi la grand-mère le faisait, ou l'arrière-grand-mère le faisait, ça passait comme ça les décennies et les siècles, et sans avoir d'explication. Donc on transmettait juste un savoir-faire, mais on ne l'expliquait pas. Aujourd'hui, ce savoir-faire, à cause du monde rural, du monde urbain, je veux dire, est fini. Il n'y a plus cette passation. Les femmes ne sont plus à l'écoute de la maman comme elles étaient. Hein. Les dames, maintenant, et c'est tant mieux, sont devenues l'égale de l'homme. Encore pas tout à fait, mais travaillent, etc. Donc non plus ce temps
à passer derrière les fourneaux comme le faisait leur grand-mère ou leur arrière-grand-mère. Donc là, forcément, ce savoir-faire est perdu. Peut-être pas pour toujours, mais pour l'instant, il est perdu. Et le temps de préparation. On a diminué le temps de manger, mais on a oublié de dire qu'on a diminué le temps de préparation. Aujourd'hui, on cuit, on réchauffe au micro-ondes, on cuit à tout barzingue, on décongèle. C'était pas comme ça avant. Ça n'existait pas. On prenait le temps du mijotage, de la cuisson. Donc on a mis aujourd'hui d'autres techniques, mais ces autres techniques, on les a nous professionnels. Elles n'existent pas à la maison. Donc forcément, le temps de cuisson, de préparation n'est plus là. C'est le poissonnier qui va les arrêter, c'est le poissonnier qui va lever les filets, c'est le boucher qui va tailler, c'est le boucher qui va le volailler qui va préparer la volaille, etc. Donc on arrive avec des produits qui sont déjà semi-élaborés à la maison. Et encore, quand on a ça, c'est qu'on a pris chez un bon fournisseur. Encore. Donc on diminue le temps. Mais après, le temps de cuisson, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on va faire ? Attends, j'ai pas le temps, on va faire comme ça. On réduit. Ou alors, une fois par semaine, on va arriver à cuisiner. C'est-à-dire une fois par semaine. On n'est plus qu'à un jour sur 7 à cuisiner. Donc on a diminué ce temps. Et on diminue le temps à table. Donc forcément, ça se perd. C'est pour ça qu'on ne retrouve pas chez soi les goûts d'antan. Et ici, pour terminer, on retrouve tout. On a mis, je crois, j'étais là avec ma compagne, on était là 4 ou 5 heures à table. Vous avez pris le temps, parce que vous commencez à quelle heure le matin quand vous êtes... ça dépend. Moi, je démarre pas forcément très tôt le matin. Ça dépend des jours. Il y a des jours où je démarre tôt, des jours où je démarre un peu moins tôt, parce qu'on essaie de tourner. Mais après, moi, j'ai des journées qui font, j'allais dire, entre 9h le matin, et puis, je ne sais même pas quelle heure il est, là, et 18h, et puis, je vais faire une sieste de 45 minutes et je rattaque. Ou 17h, là, on est un peu en retard, là, mais voilà. Et puis, je rattaque, et je donne... Mais c'est pas que la cuisine, moi je partage, je vais voir les gens, je discute avec eux avant, après, comme vous avez pu le constater, je suis proche de mes clients parce que ça fait la table, c'est la convivialité, c'est le partage. Donc je vais les voir, les saluer, après je vais en cuisine, puis après je ressors quand la cuisine est finie, quand on a fini le coup de feu et que voilà, on est content de ce qu'on a envoyé, on va voir les clients. Et là, c'est maintenant qu'on fait ce partage. On partage avec les gens ce dernier moment, de table en table, de ce qu'ils ont apprécié, pourquoi ils l'ont apprécié, du moment qu'ils ont passé, des 3 heures, des 4 heures, du long menu qu'ils ont pris, des produits, de l'enthousiasme, etc. Des photos, des dédicaces, tout ça, ça prend du temps. Ouais. Mais les gens ont besoin de ça, c'est ça. La cuisine, c'est le partage. Donc il faut savoir se donner corps et âme à son métier, à ses clients. Et moi, c'est un peu ça, quoi. Waouh! Quel homme intéressant. Et quelle cuisine exceptionnelle. Vous vous dites depuis le début que j'ai été invité. Mais non. Une fois tous les 6 ans, on devrait pouvoir s'offrir un tel spectacle, un tel concert, un tel voyage. Car c'est tout ça à la fois. Alors bien sûr, c'est pas pour rien, mais c'est un voyage, un concert, un spectacle qu'on vit en 4-5 heures. On est resté 5 heures à table. Vous vous demandez peut-être quels vins peuvent accompagner une telle profusion de bons souvenirs, de bon goût et de parfums. Sachez déjà que Gilles Goujon est plus blanc que rouge. C'est ce que m'a expliqué son chef sommelier d'origine italienne et ariégeoise, Gianni Polito, qui nous parlera des vins d'ici dans un prochain épisode, où il sera question de cépages autochtones et donc de vins longtemps décriés, remis au goût du jour. C'était Itinéraire bis, l'épisode 3, un podcast de l'Indépendant.